Bonjour à tous. Merci d'assister déjà à cette session intitulée l'open source à la rescousse de mes API. En fait, grosso modo, pendant cette petite heure, ce qu'on va voir, c'est comment on va pouvoir sécuriser le micro, excuse-moi. Comment on va pouvoir sécuriser assez facilement, sans être trop intrusif dans son back-end ou dans son front-end, les différents appels à ses API et puis à son front-end, parce qu'il va y avoir quand même un petit peu de UI. Pour ce faire, en fait, on va utiliser deux technos que vous pouvez peut-être ou pas connaître. Le premier qui est relativement connu, qui vient de chez Red Hat et qui s'appelle Keycloak, et le second qui s'appelle Gravity.io, qui est une solution d'API management, où on retrouve généralement le terme d'API gateway. Qui je suis? Eh bien, je suis David Brasly, je suis le CTO de la société Gravity Source, et en fait Gravity Source, c'est ni plus ni moins la société qui est derrière l'API plateforme Gravity.io, quoi. D'où l'origine de ce talk. Quand on parle de sécurité, grosso modo, on va se dire que ça veut tout et rien dire. Ça peut aller vraiment dans des branches, ça peut partir un peu dans tous les sens. Et en fait, ce que j'ai fait, simplement finalement pour reprendre et pour se dire comment est-ce que je peux sécuriser mes API, je suis allé sur le site de l'OWASP et puis j'ai récupéré leur cheat sheet, et puis il y a différents points qu'ils abordent dans ce document, et parmi ces points on retrouve évidemment tout ce qui est access control, donc c'est assez récurrent, hein, l'autorisation, l'authentification, l'access validation, donc de se dire qui a accès, quel est le moyen qui me permet de valider les accès à mes API. La protection de son back-end, c'est pas juste le fait d'autoriser des appelants à venir consommer vos API, c'est aussi moi comment je me positionne entre mes consommateurs et puis les API que j'expose pour protéger vos back-ends, protéger votre infrastructure, etc. etc. Le CURS, je pense que si vous faites des services et des appels d'API à partir d'applications web, à partir de votre browser, c'est des choses que vous pouvez rencontrer régulièrement. Et puis le dernier point, c'est l'audit, de savoir, de traquer, de voir tout ce qui se passe sur votre plateforme. Clairement, il y a des choses qui sont très simples à résoudre. On n'a pas besoin ni de Keycloak ni de Gravity pour pouvoir mettre en place ce premier, alors je ne vais pas dire filtre de sécurité parce que ce n'est pas forcément un filtre de sécurité, mais en tout cas c'est un point de sécurisation, c'est de la mise en place de l'HTTPS. Et là, pour le coup, on n'invente rien du tout, que ce soit ni du côté de Keycloak ou de Gravity. Et l'HTTPS, vous pouvez le faire porter par un peu tout et n'importe quoi, que ce soit vos load balancers, vos serveurs web, etc., etc. Peu importe quel qu'il soit. Par contre, effectivement, il y a d'autres choses qui sont un peu plus complexes. Et en fait, pour représenter ces choses qui sont un peu plus complexes, c'est que j'ai pris un use case, j'ai pris un exemple. Je ne vais pas dire que c'est de la vie de tous les jours, parce que quand on appelle un service qui s'appelle BIR, à mon avis, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'en rencontrer chez les différents clients ou chez vos différents prestataires. Et en fait, vous allez commencer à exposer des API, une API bière. Okay, vous allez pouvoir lister les API, les bières, les types de bières, créer des bières, etc., etc. Enfin, faire du management autour de tout ça. Généralement, quand vous commencez à travailler sur votre API, la première chose que vous allez faire, c'est vous positionner en tant que consommateur de cette API. Donc vous allez créer une application mobile, vous allez avoir peut-être une application web, mais le scope ne sera pas forcément plus élargi que ça. Vous allez être un peu seul entre vous à dire tiens, j'ai mon application, j'ai mon back-end, et puis je suis bien, je suis tout seul dans mon coin. Mais en fait, si on va aller un peu plus loin, généralement on va arriver à ce genre de choses. Vous allez commencer à vouloir ouvrir votre API parce que clairement, elle ne répond pas qu'à un enjeu, elle ne répond pas qu'à un besoin applicatif, elle ne répond pas qu'à votre application mobile ou à votre application web. Il y a peut-être d'autres services dans votre compagnie qui vont dire « Ah, mais toi, ton API, elle m'intéresse, donc maintenant, comment est-ce que je fais pour moi venir aussi consommer cette API ?» Bref, vous allez vouloir ouvrir votre API, pas juste pour vous, mais aussi en interne à vos partenaires, et potentiellement, pourquoi pas, faire de l'open API et faire de l'open data et exposer toutes ces données et tous ces services. Et puis là, en fait, vous vous retrouvez face à un joli bordel que vous n'avez pas prévu. Pour répondre à ces différentes problématiques, la première chose qui est hyper intéressante à mettre en œuvre, c'est la partie API management. Tout à l'heure, je parlais d'API gateway. Comment ça se dématérialise ?
comment ça se dématérialise? Ben, en fait, c'est pas plus compliqué que le fait d'avoir un nouveau layer, une nouvelle couche entre vos applications qui vont venir vous consommer, donc les devices mobiles, des devices en IoT, et puis vos applications en tout genre, d'accord? Ça peut également être d'autres back-ends et des serveurs purement applicatifs, purement techniques, qui vont venir consommer vos API, mais ils passeront par un nouvel intermédiaire qui sera une API Gateway, d'accord? Et cette API Gateway, finalement, elle sera pilotée via ce qu'on appelle cette brique d'API Management, avec un portail, parce que le fait d'avoir une API, c'est bien. Quand vous l'avez développé de votre côté, potentiellement, vous ne l'avez peut-être pas documenté, mais les consommateurs qui vont venir, qui vont se dire, tiens, ton API BEER, elle m'intéresse, bah, comment est-ce que je viens la consommer? À mon avis, vous n'aurez pas envie d'être à chaque fois à l'autre bout du téléphone en se disant, tiens, il y a monsieur machin qui veut venir consommer, comment est-ce que tu fais, etc., etc. Bref, l'aspect portal, où vous allez déposer des documentations, d'écrire, que ce soit d'un point de vue technique, on parle beaucoup de Swagger, etc., que ce soit d'un point de vue fonctionnel aussi, de savoir exactement à quoi vous avez affaire, à quels enjeux métiers répondent vos services d'API, et puis toute la partie tracking analytics, mais ça on la verra un peu plus tard. Donc grosso modo, tout à l'heure j'ai dit qu'on n'allait pas être intrusif quand on allait commencer à sécuriser notre API. Donc en fait, on va mettre en place un nouvel intermédiaire qui est l'API Gateway et qui va venir se positionner entre vos consommateurs, d'accord, et votre back-end d'API. Et au niveau de cette API Gateway, on va commencer à pouvoir rajouter plein de petites fonctionnalités, des fonctionnalités qui peuvent être plus ou moins atomiques, et notamment pour tous les aspects sécurité, il y a 4 choses qui vont être intéressantes. Un, c'est la phase d'autorisation et d'authentification, d'accord? Ça, c'est assez classique. On parlera des différents mécanismes plus tard. Le logging, donc je parlais d'audit trail, de savoir le qui fait quoi, à quel moment, et puis quel temps de réponse il a eu, et il a une stack trace, pourquoi, et quelle raison, sur quel type de verbe HTTP. Le rate limiting. Je parlais de la protection de vos back-end, donc de se dire, tiens, mon client Toto, il a le droit d'appeler, ok, mais par contre, il est limité, il a un usage limité de cette API ou d'un service en particulier de cette API, les politiques de CORS, et tout ça, en fait, on arrive à le regrouper dans ce qu'on appelle l'API Gateway, de le configurer au niveau de l'API Gateway, mais on se rend compte que là, dans ce schéma, clairement, on n'a pas du tout été côté back-end ni côté consommateur. Tout le monde m'entend bien, pardon? Ouais, ça va, je ne vais pas trop vite. C'est parfait. Personne ne me répond, donc c'est parfait. En termes d'architecture, on va retrouver le schéma qu'on avait juste avant. Donc finalement, j'ai mes consommateurs qui vont venir consommer l'API Gateway et le service BEER, et je vais piloter tout ça avec une nouvelle interface. Pour le coup, on va le faire. Il fonctionne aussi celui-ci. Bon, je vais garder ça. Ça va pas être simple. En termes d'archi, en fait, j'ai tout mis sur un repo GitHub, donc avec mon login BrassLD, enfin mon username, et puis Jug Summer Camp 2018. Il y a un Docker Compose que vous pouvez lancer, donc c'est un build qui est nécessaire et puis un hub derrière, et ça vous lance Keycloak, Gravity, les API, le front-end, etc. Et tout ça c'est remappé sur un Traefik pour taper directement sur des noms de domaine qui vont bien, qui sont là. Je ne sais pas s'ils se voient correctement, enfin bref, ils sont là. Et tout est documenté. Je vais la créer cette API. Donc initialement, en fait, je vais prendre mon Insomnia, j'ai une API mon BEER service qui est mon back-end, d'accord, que je peux appeler comme j'ai envie, je peux faire de la création, je peux faire de l'update et tout va bien, d'accord. Ici, je suis sur un BEER API Docker localhost, donc clairement, j'attaque le back-end en direct. Maintenant, ce qui va être sympa de faire, c'est de faire la même chose à travers ma gateway. Là, évidemment, mais il m'envoie bouler parce qu'on n'a encore rien fait du tout. Et comme on n'a rien fait, on va s'en occuper dès maintenant. Je me connecte, le bon vieux compte admin. À avoir jusque la prod, évidemment. Sur Gravity, en fait, quand vous vous connectez, c'est vrai que j'en parle pas forcément, vous faites face à un portail développeur, d'accord. Donc il y a vraiment cet aspect portail développeur où vous allez documenter vos différentes API avec vos descripteurs Swagger, etc., mais c'est pas du tout l'objectif. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer une API. Donc je suis administrateur, donc j'ai tous les droits du monde. Créer une API, qu'est-ce que c'est? Je vais compléter mon petit formulaire, essayer d'écrire correctement avec le micro dans la main gauche. Je vais juste le poser. Je vais parler plus fort, tout le monde, même dans le fond, vous m'entendez? Ouais, c'est parfait, ça m'arrange bien.
Je vais lui dire, bah, écoute, toi, ton API Beers, tu l'attaques à partir de ce chemin-là, donc API/Beers, donc c'est celui qui sera exposé grosso modo par l'API Gateway. Next, le backend que l'on souhaite attaquer. Moi, j'ai un host qui s'appelle Beer API. Pourquoi? Parce que, hop, si je reviens dans mon Docker Compose, je vous montre vite fait, donc c'est mon Beer API ici, en fait, il est mappé sur le port 8080. Donc il n'y a rien de magique. Je lui dis, ok, tu vas choper ton truc là-bas. Le plan, je ne vous en crée pas. Je vous expliquerai après. Je passe toutes les étapes, c'est de la documentation, c'est de la création de souscriptions, etc. etc. Et là, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai ma Beer API qui a été créée, qui a été initialisée et qui a été déployée. Pour autant, si je vais faire mon appel, il va toujours m'envoyer bouler en me disant, attention, il n'y a rien qui existe sur le /API/Beers. Okay, en fait, c'est juste qu'au niveau de Gravity, ce n'est pas juste un proxy HTTP, c'est qu'on doit dire explicitement comment les gens vont pouvoir venir vous consommer. Et le comment ils vont pouvoir, c'est ce premier layer de sécurité. Là, comme je n'ai pas envie de placer d'authentification, ce que je vais juste faire, c'est que je vais créer un plan qui est gratos, hein, qui est ouvert. Donc je lui dis, ok, c'est qu'il est, c'est public, c'est un pass-through, donc tous les appels qui rentrent, ils repartent directement vers votre backend. Je passe toute la configuration, j'ai créé, je lui ai dit que c'était un pass-through, je le publie. Il me propose du coup de dire, ok, est-ce que tu veux le publier, le déployer parce qu'il y a eu des modifications. Je vous montre la console, mais derrière, logiquement, on se dit, ah bah tiens, il a déployé quelque chose de nouveau. Ok. Et normalement maintenant, si je vais dans mon Insomnia, je fais un send, c'est parfait, au travers de mon API Gateway, je commence à avoir des appels qui sont dirigés vers mon backend. Donc pour le coup, on a la même chose des deux côtés, ce qui est plutôt logique pour le moment. Ça, c'était assez simple. Maintenant, je vais positionner une UI. Donc pour répondre à ma Beer API, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une Beer Collection avec une UI en JavaScript très 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 simple et pas forcément ultra sexiste, mais c'était pas forcément du tout l'objectif. Par contre, dans la configuration de cette UI, dans le fond, vous voyez aussi, ouais, où je passe en mode de présentation, ça ira mieux pour vous. Ouais, c'est mieux. Bof. Il y a le vieux bandeau sur le côté, je sais pas comment ça se fait. Ouais, c'est moche. Ouais. Je vais le laisser comme ça, je suis désolé. Ce sera plus simple, mais au moins on verra beaucoup plus de choses sur les lignes. Donc ce qui se passe ici, c'est que la seule chose que j'ai faite, c'est que je lui dis, tiens, tu vas récupérer la liste des bières, et puis les deux bières, tu passes au niveau de la gateway de Gravity et tu fais un chargement. Ok, tout va bien. Donc, ce qu'on s'attend, c'est que quand je fais un refresh, on a vu qu'on avait deux bières de l'autre côté, donc elles devraient apparaître ici. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. On voit que dans le browser, on a eu quelques erreurs. Et ces fameuses erreurs, c'est tout ce qui concerne les cross-origins, donc tout ce qui est politique de CORS. Je ne sais pas si c'est des choses à laquelle vous avez déjà eu affaire, mais grosso modo, ce qui se passe, c'est que vous avez votre front-end qui est exposé sur un domaine particulier, vous avez vos services qui sont exposés sur un autre domaine. Par défaut, il y a des problématiques de CORS qui doivent être mises en œuvre pour dire qui a le droit à partir de quel domaine, pour quelle méthode HTTP, pour quels headers HTTP. Et en fait, avant de faire un appel effectif en disant tiens, donne-moi la liste des bières que tu as dans ton référentiel, il va te demander d'abord au serveur, donc là en l'occurrence la gateway, puisque c'est le premier acteur, le premier intervenant, il va lui dire est-ce que j'ai le droit de faire un get avec tel headers, d'accord? Et là typiquement, c'est ce qui se passe. On voit qu'on a eu une erreur, on se dit tiens, on va voir le network, il a fait une requête d'option, donc c'est ce qu'on appelle les pre-flight requests, et il a demandé, moi j'ai besoin de faire un get, et surtout j'ai besoin d'avoir un accès aux headers HTTP autorisation. Là il n'est pas passé. Du coup, on se rend compte que mon backend il ne gère pas correctement ces politiques de CORS, ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ma gateway de le faire à sa place. Encore une fois, sur les aspects, je ne veux pas être intrusif. Je coche, je le mets sur étoile, je vous passe toutes les problématiques d'origine, donc pour l'instant c'est étoile, mais en prod, clairement c'est pas le genre de choses qu'il faut faire. Je vais dire que j'autorise de faire du get, du post et du put du get, du post et du put, et je vais lui rajouter un header d'autorisation parce que je sais, dans la requête qu'il a émise, qu'il m'a demandé à ce qu'il ait accès à ce header d'autorisation.
Là, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai configuré mon CORS au niveau de ma gateway Gravity. Tout va bien, je l'ai redéployé. Donc, normalement, en rechargeant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai plus mon erreur. Là, c'est autre chose. J'ai plus mon erreur de CORS, mais par contre, effectivement, il a bien fait mon appel à mon BURS et il a récupéré les 2 que j'avais dans mon Insomnia, si vous vous rappelez tout à l'heure. D'accord? Donc, faites-moi confiance, je vous montre rapidement, mais effectivement, on a récupéré les 2 mêmes. Et là, c'est cool. On commence à avoir une UI qui fonctionne. On a écarté les problématiques de CORS. Mais on est tous d'accord que mon API, il n'est toujours pas sécurisé. On n'a toujours rien fait. Deuxième chose, la phase d'authentification. Avant de dire, tiens, je vais sécuriser mes API, je vais commencer déjà à authentifier mes utilisateurs sur ma UI. Pour le coup, c'est la seule chose qui sera quand même assez intrusive, et je vais vous montrer comment on va le faire. Pour toute la partie authentification, on va se baser du coup sur le serveur d'autorisation Keycloak de chez Red Hat. Donc c'est un serveur qui tourne sous Wildfly, si vous connaissez Wildfly. Et ça gère tous les aspects Identity et Access Management. Ça gère les aspects SSO, ça fait de l'OpenID Connect, ça fait de l'OAuth 2, ça fait de l'UMA, etc., etc. Il y a une chose que je n'ai pas dit et que j'aurais dû dire depuis le début de la session, c'est que je ne suis pas du tout ici pour vous dire quelles sont les bonnes pratiques de sécurisation, quelles sont les normes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut suivre. Moi, je suis juste là pour le mettre en pratique. Et il y a d'autres sessions, alors pas forcément aujourd'hui dans le cadre du Jug Summer Camp, mais qui résument très bien les différents types de sécurisation, que ce soit comment utiliser les JOT, comment on fait de l'OAuth, comment on utilise les scopes, comment on utilise tous ces trucs-là, etc., etc. Donc là, vraiment, on est dans le concret, on a un back-end, on a un front-end, et comment on sécurise tout ça. Donc là, en termes d'architecture, eh bien, on retrouve notre beer. Je vais passer peut-être comme ça. C'est vrai que je n'ai pas fait attention. En termes d'architecture, on va repasser du coup avec notre beer UI en amont de l'API Gateway, puisque c'est bien elle qui va appeler notre API Gateway pour faire l'invocation finale. Et on va brancher notre UI sur Keycloak. Rien de compliqué. Comment on va faire ça? Déjà, on va aller se connecter sur Keycloak. Le fameux admin. Le fameux admin. Qui connaît Keycloak? Ouais, pas beaucoup. Bon. Vous êtes à peu près tous au fait de tout ce qui est OAuth, plus ou moins? Ouais, non, ouais. Bof. Ça va être un peu compliqué alors. Mais c'est pas grave, il va falloir s'accrocher. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va créer ce qu'on appelle un nouveau royaume, une sorte de RIM, c'est un royaume de sécurité au niveau de Keycloak, et on va le dédier pour le coup uniquement à notre API, mais on pourrait le faire dans d'autres cas. Comme je gère des bières, je vais créer un royaume brasserie. Jusque-là, tout va bien. J'ai juste créé un nouveau royaume, donc techniquement, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va créer des nouveaux passes, des nouvelles URL sur lesquelles on va pouvoir venir se plugger pour afficher les formulaires d'authentification, de registration, etc., etc., et surtout pour faire les appels de tout ce qui est endpoint OAuth, endpoint OpenID, etc. Et en fait, on va créer des clients pour cette authentification, pour ce royaume. On va avoir besoin de 2 clients. Le premier, c'est pour notre UI, puisque c'est les utilisateurs qui vont venir s'authentifier sur cette UI, d'accord? Donc le premier client qu'on va créer, on va lui dire, OK, je te crée un beer UI, le root URL, je vous le passe, mais grosso modo, on se dit que c'est la même URL que votre front-end, d'accord? Donc là, c'est mon beer UI docker.localhost. Je le save. C'est tout ce que j'ai eu à faire côté Keycloak pour le moment. Maintenant, côté de ma UI, je vais activer cette authentification. Donc je vais prendre Keycloak. J'avais déjà tout préparé mon pavé. Ce qui est bien avec Keycloak, c'est qu'il vient avec plein d'adapteurs différents, que ce soit pour le JavaScript, que ce soit pour le Java, que ce soit pour du Spring, que ce soit pour machin, que ce soit pour truc. Et en fait, on a juste à récupérer ces adapteurs. Et là, j'ai balancé l'adapteur Keycloak JavaScript. J'initialise tout un ensemble d'informations. Donc, où est-ce que se trouve mon Keycloak? Donc, mon Keycloak Docker localhost, mon nom de realm, donc mon royaume de sécurité, le brasserie, le client ID, donc le beer UI que j'ai créé juste avant. Et normalement, juste en faisant ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va m'envoyer bouler. J'aurai plus forcément le droit. De. C'est vrai? Ah ouais, comment je n'ai pas fait attention. Merci. Je retourne sur ma beer UI.
Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que il m'envoie bouler directement et il me dit tiens, il faut que tu t'authentifies pour accéder à la liste des bières. Très bien. Le problème, c'est que là, pour l'instant, on a beau mettre un admin, on n'a créé aucun compte. Donc, on va juste se créer un utilisateur lambda. Moi, je le crée via l'interface de Keycloak. Il pourrait être plugué sur un LDAP, il pourrait être plugué sur n'importe quoi, de toutes sortes d'identity providers. Vous pourriez aussi activer la page de registration, pour lui dire, ok, les clients maintenant, s'ils veulent un compte, il faut qu'ils se créent un compte directement sur l'interface de login. Et voilà quoi. Donc, je me crée un compte. Hop, BrassLD. Mon mail, c'est moi, user enable, oui. C'est tout. Donc des propriétés très standards qui me représentent moi en tant que personne. Et je vais lui affecter des credentials. Donc pour ne pas mettre admin, je vais mettre password. Un autre mot de passe très sécurisé. Est-ce qu'il est temporaire? Non. Et je le reset. Hop. J'ai changé mon password. Là, j'ai créé un utilisateur. Donc logiquement maintenant, si je fais un BrassLD password, si j'y arrive à l'écrire, alléluia, congratulations, vous êtes authentifié, tout va bien, et j'ai récupéré mes bières. Super, notre UI est sécurisé. Notre UI est sécurisé, mais pour ce qui est de l'API, c'est toujours pas le cas. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a traité les politiques de CORS. On a traité l'authentication au niveau du front-end. Par contre, le lien entre notre beer UI au moment où on fait des appels d'API vers votre API Gateway et votre backend, on n'a toujours rien fait, on n'a toujours rien sécurisé, quoi. Du coup, comment est-ce qu'on peut sécuriser des API? Ce que je disais juste avant, c'est qu'on n'allait pas nécessairement tous les parcourir. On peut en parler rapidement, on peut peut-être même les mettre en pratique. C'est vrai que je me mets ici, mais on ne me voit pas forcément derrière le... on ne va pas les mettre tous en pratique. Ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, on retrouve d'abord les systèmes d'API qui sont presque de la sécurité. Ça fonctionne bien, c'est simple pour les utilisateurs, mais c'est un système qui a ses limites. On va les voir juste après. La partie OAuth, OpenID, qui devient de plus en plus un standard et les gens commencent à avoir une très très bonne compréhension de tout ça. Et puis il y a d'autres mécanismes qui sont, par exemple, quand on met en place de la certification du SSL ou TLS, faire de l'authentification mutuelle par certificat entre votre backend d'API Gateway, entre l'API Gateway et les backends d'API. L'API Key, je disais juste avant, c'est de la sécu tout venant, quoi. C'est là que c'est simple, on génère une clé d'API, les gens peuvent les passer en query param, Burk, et peuvent les passer aussi en matrix param ou même en headers param. Ouais, bon, c'est très limitant. Demain, quelqu'un fait du man in the middle, il peut récupérer assez facilement toutes ces API keys. Bon, clairement, les limites du système, c'est simple, hein, mais les limites, elles sont très vite atteintes pour peu que le reste du système ne soit pas forcément bien sécurisé. Par contre, c'est bien, parce qu'en fait, avec une API key, on va commencer à pouvoir identifier notre appelant. Là, pour l'instant, on ne sait pas qui appelle l'API beer. On sait que nous, on le sait parce qu'on est en train de le faire, donc on sait que c'est le beer UI. Mais techniquement, c'est juste un appel qui vient de on ne sait où, et puis c'est tout, quoi. Donc là, pour le coup, l'API key, elle va être intéressante pour authentifier, grosso modo, une application. L'application qui va venir vous consommer. Du coup aussi, c'est ce qui va nous permettre de commencer à mettre en œuvre tous les principes de tracking et de logging, de se dire tiens, maintenant j'ai des appels, ils sont associés à tel API key, donc je sais qui m'appelle, je peux te dire que toi tes moyennes de temps de réponse c'est autant, tu as un taux d'échec au moment de tes appels qui est de autant de pourcents, etc. Et de commencer à monitorer tout ça, quoi. Du coup, on a toute cette phase toutes ces features autour du contrôle de trafic, de se dire, tiens, maintenant, toi, tu es une API key, donc potentiellement, je t'accorde le fait que tu puisses faire des appels en GET uniquement, faire du read-only, mais par contre, si tu as un type de sécurisation qui est plus high level, on autorisera d'autres verbes HTTP en read-write potentiellement, quoi. Nous, l'API key, du coup, dans Gravity, on l'a implémenté parce que clairement, il y a des gens qui ne savent pas faire autre chose que de l'API key, et même des API key, ils ont même parfois du mal à comprendre ce que c'est, quoi. En termes d'architecture, on retrouve le même schéma que ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai mon authentication de la UI au niveau de Keycloak, j'ai mon API Gateway de Gravity. On a juste rajouté ce nouvel indicateur
avec les analytics, effectivement, on va commencer à pouvoir tracer ce qui se passe effectivement au niveau de l'API Gateway. Et tout ce tracing, il est balancé, du coup, vous venez juste d'assister à la session de David, dans un Elasticsearch. Et on y va. Donc là, ce qui va se passer, c'est que pour mettre en place l'API Key, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, encore une fois, hein, je vous montre comment le faire. Ça répond à des cas d'usage, mais pas forcément de la meilleure des façons. On va créer une application. Tout à l'heure, je disais, c'est bien une API Key, c'est qu'on va commencer à authentifier une application, et pas forcément le end-user, pas forcément moi, je me suis créé un compte BrassLD dans Keycloak, c'est pas moi qui vais m'authentifier là, pour le coup, c'est bien la Beer UI auprès du backend. Donc je vais créer cette application Beer UI, on va créer un plan d'API Key et on va souscrire à ce plan. Comment ça se passe côté Gravity? Je vais déjà créer mon application. Donc là, mon application, c'est un Beer UI, Beer Frontend. Hop. Le type, c'est un champ par défaut qui n'est pas obligatoire. Un client ID, j'en ai pas encore. C'est tout. Bon, voilà, j'ai juste créé une application. Il n'y a rien de magique là-dedans. Maintenant, on va se créer un plan d'API pour ma Beer API, d'accord? Donc on avait un plan en mode keyless, donc c'est un pass-through, hein, tout ce qui rentre, il ressort de l'autre côté sans aucune sécurité. Maintenant, je vais créer un nouveau plan qui me dit, hop, on va se faire un plan gold. Non, c'est bronze plutôt. Tac, tac, plan bronze, je valide automatiquement, ouais, c'est moi qui vais la créer de toute façon. Et je lui dis, ok, cool, c'est de l'API Key. La configuration, on s'en fout. Le rate limiting, tout ça, on s'en fout pour l'instant. On ne va pas aller plus loin que ça. J'ai créé un plan API Key. Vous aurez remarqué que pour l'instant, on n'a pas encore de clé d'API. D'accord? C'est ce qu'on va faire maintenant. J'ai mes plans. Je vais créer une nouvelle souscription. Alors, quand on crée des souscriptions, il y a deux façons de faire. Soit, vous, en tant qu'API publisher, vous créez votre API, vous créez vos différents plans, et vous laissez libre les consommateurs, que vous ne maîtrisez pas forcément, libre à eux d'accéder à votre API au travers du portail et de venir souscrire à votre API. Je me positionne en tant que cette personne. J'arrive là-dessus, j'ai une galerie d'API, je prends ma Beer API, j'ai deux plans, le free et le plan bronze, je veux y souscrire, je lui dis ok, moi je veux souscrire à un plan bronze, je sélectionne une de mes applications, elle s'appelle Beer UI. Là, c'est moi en tant que consommateur. Je n'ai jamais fait intervenir l'API publisher parce que lui, finalement, il s'est juste dit je veux l'ouvrir et c'est tout, quoi. Donc là, pour le coup, je peux y souscrire directement. L'autre option, c'est de se dire c'est moi en tant qu'API publisher, je veux faire explicitement ce geste de je souscris une application parce que c'est moi qui suis propriétaire et de l'API, de l'application qui va me consommer et du backend d'API que j'ai exposé. Donc là, je crée une nouvelle souscription. Je retrouve toujours ma Beer API que j'ai créée. Je la fais souscrire à un plan qui est le plan bronze, celui qu'on vient de créer. Ok, parfait. Donc là, le statut a été accepté parce que c'est moi qui l'ai fait, donc je m'autorise encore à faire ce genre de choses. Je récupère une clé d'API. Ok, je la copie, tout va bien. Par contre, côté gateway, je peux toujours faire des appels ici. D'accord? Je peux créer des nouvelles... ah non, je l'ai désactivé sur le poste. J'ai pas fait attention. J'ai désactivé sur celui-ci, effectivement. En fait, pourquoi je peux continuer à faire des appels? C'est pas compliqué, c'est que j'ai toujours mon plan pass-through qui est activé ici. Donc effectivement, pour l'instant, il y en a qui peuvent continuer à appeler en mode keyless, il y en a d'autres qui sont en mode API key qui ne passent pas. Je vais désactiver mon plan keyless, je vais clôturer, hop, comme ça, là, ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, tout le monde doit avoir une API key en sa possession pour continuer à faire des appels d'API. Donc logiquement, si tout va bien, ici, il n'y a plus rien qui fonctionne. Vous avez le droit à une 401 ou une authorize, il faut passer quelque chose en supplément. Le supplément, c'est quoi? C'est de se dire, ok, je passe une query param ou un header. Je vais peut-être passer un header plutôt, ce sera peut-être plus... ouais, allez, je le fais vite fait. Et je passe la valeur. Ah, super, j'ai une API key qui fonctionne. J'enlève un champ qui va bien. Hop, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est cool. Bon, on a sécurisé avec une clé d'API directement votre backend, votre API Beer. Ce qui est intéressant du coup, c'est que tout ça, on va commencer à le retrouver dans les aspects tracking. Donc, si je vais dans les analytics, je clique un peu vite, pardon. Si je vais dans les analytics de mon API
API Beer, bah, je vois qu'on a fait 18 appels en unknown application parce qu'on n'était pas authentifié, donc on ne savait pas à qui on avait affaire. Et j'ai eu 2 appels avec mon Beer UI qu'on a créé juste avant. Et en fait, effectivement, on a fait 2 appels avec le Beer UI. Donc maintenant, si je veux voir les appels qui sont faits par Beer UI, on les a ici tous les deux avec les temps de réponse, etc. On a vu qu'il y a eu 13 millisecondes, c'est le top slow application. Effectivement, je suis tout seul. Maintenant, ce qui est autre chose d'intéressant, bah, c'est de voir les logs liés à tout ça. Alors attendez, hop, je reprends mon Beer et je lui dis, ok, montre-moi les logs pour cette application. Donc là, pour le coup, on se dit, bah tiens, tu as fait 2 appels sur le slash API Beers avec le plan bronze pour l'application Beer UI, etc., etc. On peut aller plus loin, on peut activer des niveaux de log pour se dire, tiens, je veux que tu me traces le payload, les requests, les headers, les machins, les trucs. C'est pas du tout l'objectif de ça aujourd'hui, mais en tout cas, ici, on a une vue de bah, qu'est-ce qui s'est passé sur cet appel-là en particulier. C'est OK pour tout le monde? Je pense ça pour un oui. Donc là, on a fait les PI keys. Maintenant, on va faire l'OAuth 2. Alors, je suis désolé si vous n'avez pas beaucoup de connaissances sur l'OAuth 2, mais encore une fois, l'objectif, c'est pas du tout de vous expliquer ce que c'est. Et pour le coup, il faudrait bien plus de temps que le temps qui m'est imparti. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça commence, enfin, c'est pas que ça commence, c'est que ça fait déjà un moment, c'est qu'il s'est imposé vraiment comme le standard de facto pour faire et sécuriser vos back-end API, et on les retrouve, c'est des systèmes qu'on retrouve chez tous les plus grands publishers d'API, que ce soit sur du GitHub ou ce que vous voulez, ils ont tous des API, et il faut tout généralement s'authentifier avec de l'OAuth 2 ou de l'OpenID Connect si c'est plutôt en mode end-user, quoi. Donc là, au l'OAuth 2, c'est soit de l'end-user, du end-user, donc c'est moi en tant que personne, d'accord, donc personne physique, ou le client authentication, donc là en tant que personne, l'applicatif. Pardon, j'ai été trop vite. Donc là maintenant, en termes d'architecture, on va mettre en place de l'OAuth 2, entre Gravity et Keycloak. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va garder cette phase d'authentification de mon utilisateur, donc de moi-même, au niveau de la Beer UI, et par contre, on va utiliser le token qui a été généré au moment de l'authentication pour le passer, pour lui dire à l'API Gateway, tiens, c'était moi, BrassLD, dans le cadre de l'application Beer UI, celle-ci, je veux que tu m'autorises à faire un appel dans tel ou tel plan d'API. Eh bien, on va le faire. Donc, les différentes étapes ici, je reviens le temps, 11h42, les différentes étapes ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, on va créer un client au niveau de Keycloak, au même titre qu'on a créé tout à l'heure un client pour notre UI, sauf qu'en fait, le client pour la gateway, lui, il n'a pas nécessité à générer des tokens, puisqu'il ne va jamais s'authentifier. Sa seule responsabilité, c'est de se dire, ok, j'ai un token, est-ce que je peux aller vérifier qu'il est valide ou pas, quoi, d'accord? Et en fait, c'est lui qui va se positionner en tant que premier niveau de validation, mais surtout en tant que ressource serveur. Quand on dit au hot, il y a des clients, il y a des ressources. La ressource, c'est celui qui expose la donnée. Et finalement, là, pour le coup, c'est bien l'API Gateway qui est la ressource, c'est bien elle qui va exposer la donnée en lieu et place de votre backend API. Donc, on va créer un client OAuth 2, on va configurer une ressource OAuth dans Gravity, on va créer au même titre, enfin, comme on l'a fait pour l'API Gateway, on va créer un plan OAuth, pardon. Je vais vous montrer la suite, comment on associe un client ID à une application, et on va souscrire au plan comme on l'a fait juste avant. Mais ça ira mieux dans le cadre de la démo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je reviens sur Keycloak. J'ai des clients. Je vais créer un client qui s'appelle Gravity. Ça me va bien. Gravity, donc c'est ma gateway qui va se charger d'aller valider tout ça. Je save. Vous avez vu, j'ai pas beaucoup de champs à compléter pour que ça puisse fonctionner. La seule chose que je vais changer, c'est que l'access type, je vais lui dire que c'est du bearer only. Hop, c'est tout. Là, on a configuré le client pour la gateway de Gravity au niveau de Keycloak. Il n'y a rien de plus à faire. Par contre, il y a une chose qui va être intéressante, c'est que maintenant, c'est à Gravity, donc la gateway, on va devoir lui dire comment aller valider les tokens qui nous sont passés. Pour ça, on va récupérer un descripteur qui nous est fourni par Keycloak. Donc c'est un descripteur JSON. Grosso modo, on retrouve le realm, le serveur d'authentification, et puis le nom de ma ressource, Gravity. Je le copie-colle. Au niveau de Gravity, donc je vais créer ce lien avec Keycloak. Donc, ce qu'on appelle une ressource. Je crée une nouvelle ressource. Je l'appelle Keycloak. Je lui dis que c'est le Keycloak adapteur. Tout à l'heure, je disais c'est cool avec Keycloak, ils fournissent plein d'adapteurs pour le JS, pour le Java, faire du Spring, etc. En fait, du coup, nous, on a fait la même chose avec Gravity, c'est que quand on a créé un adapteur Keycloak pour Gravity, et là, on n'a ni plus ni moins à faire que de copier-coller la description qui nous a été fournie par Keycloak pour le prendre en compte. Voilà, donc là, j'ai créé ma ressource Keycloak. Tout va bien.
La troisième étape, ici, c'était le fait de créer un plan OAuth 2. Donc, toujours pareil, je reviens sur la liste de mes plans. J'ai toujours mon plan API Key. Je vais me créer un nouveau plan. Donc là, c'est plus un plan Gold, bronze, je vais créer un plan Gold du coup. Là, vous mettez des descriptions, des caractéristiques, vous faites tout ce que vous voulez. Next. Mon plan de type OAuth 2, ma ressource, effectivement, elle s'appelle Keycloak. Je passe toute la configuration qui va bien. Je publie mon plan. Donc publier, en fait, c'est le sens, j'ai fait de la configuration sur mon interface, je vais publier cette configuration au niveau de mes API Gateway, d'accord, et je déploie. Et bien pour le coup, c'est tout. C'est que là déjà, on a déjà sécurisé les appels au niveau de l'API Gateway en prenant en compte des tokens d'authentification de type OAuth, donc c'est des authorization bearers, des access tokens, qui nous seront passés par la UI, qui seront vérifiés par la Gateway auprès de Keycloak, mais c'est une validation locale à coup de certificats, de clés publiques, etc. Et ça nous laissera plus ou moins passer. Est-ce que ça a été clair tout ce que j'ai fait jusqu'à présent? Je sais que ça va vite, je suis désolé, mais bon... le but du jeu, c'est que ça fonctionne à la fin. Tant pis si vous n'avez pas compris. Non, je rigole. Donc, si je reviens sur ma My Beer Collection, logiquement ici, je dois faire des appels, je suis connecté, mais il n'y a rien qui fonctionne. Je me mange une 401. C'est dommage parce que j'ai quand même passé mon bearer, ici, mon autorisation, qui m'a été générée au moment de la phase d'authentification. Pourquoi ? Ben, c'est qu'en fait, ça n'a pas suffi. C'est que maintenant, comme pour le plan API Key, moi, mon application, elle doit faire le geste d'aller souscrire à un plan d'API pour pouvoir venir la consommer. Parce que potentiellement, le plan d'API peut ou pas être accessible à tout le monde peut ou pas y souscrire, et ça peut faire l'objet d'un workflow de validation de la part de l'API Publisher, etc., etc. Donc là, ben, je vais créer une nouvelle souscription. Je vais lui dire, qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, mon Beer UI, toujours. Je veux que tu souscrives à un plan Gold. Je le crée. Et là, il m'envoie bouler, il me dit ah, attention, j'ai pas de client ID, c'est requis quand tu fais le OAuth 2 ou du JOT, parce qu'effectivement, il faut que tu puisses porter l'authentification de l'application, donc son client ID. Donc la seule chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon application, et en fait, je vais lui dire bah tiens, moi je suis Beer UI. Hop. Donc ça au consommateur de savoir quel est son client, mais ça, pour le coup, c'est assez logique. Et du coup, bah, je retourne sur ma gestion des plans, je crée ma souscription, et logiquement maintenant, ça devrait aller beaucoup mieux. Il va me dire, ok, c'est bon, t'es créé, tout va bien. J'ai créé une souscription. C'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure avec les API Key. La seule différence, bah, c'est que du coup, j'ai pas de... Hop, 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 allez, oh. J'ai pas d'API Key puisque c'est un plan de type OAuth, donc c'est soumis à l'authentification. Maintenant, ici, je vais rafraîchir. J'ai toujours mon congratulation. Et oh, magique, ça y est. J'ai mes appels qui sont bien passés. Je vais refaire un autre refresh. J'ai mes appels qui sont bien passés. J'ai ma UI qui arrive à faire des appels au travers de l'API Gateway à mon backend. Mon backend, il est bien protégé là par deux points de mécanisme. Un, l'API Key. Donc pour ceux qui veulent faire de la sécurité un peu bof, quoi. Moi, j'appelle plus ça forcément la sécu, mais bon, après, ça appartient à chacun de faire comme il peut. Et puis, l'autre plan de type OAuth, et là, pour le coup, on a un vrai authorization server qui est derrière et qui va faire tout le job et qui va faire très bien le job. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que bah, potentiellement, comme on a mis en place le OAuth, il y a une phase de ce qu'on appelle soit l'introspection, donc la validation de votre token OAuth, et surtout, on va commencer à pouvoir récupérer des informations sur l'appelant. Donc, que ce soit l'applicatif qui vous appelle, mais aussi l'utilisateur. Et donc, à partir de ces informations-là, plus ou moins enrichir les trames qui vont circuler entre les gateways, donc votre gateway, et votre backend, votre API backend, quoi. Est-ce que ça a été assez clair? Ouais. Maintenant, du coup, si je retourne dans mes analytics, ce qui va se passer, c'est que ben, clairement, maintenant, on a fait appel à 3 plans différents. J'ai toujours des restes, des reliquats du free plan, donc c'était le mode pass-through, ok, donc où j'étais avec mon plan keyless. Je suis sur la dernière journée, donc c'est logique, hein.
je prends la dernière heure, je les ai toujours. Mon plan gold où on a fait 2 appels, et puis mon plan bronze où on a fait 2 appels également. Et ce qui va être intéressant, c'est que du coup maintenant, si vous voulez regarder le temps de réponse parce que vous avez mis en place la validation de token, est-ce que ça peut être plus long ou pas? Vous avez les différents temps de réponse et analyser tout ça et récupérer les informations si vous voulez, quoi. Donc là, on a vu qu'on on a fait des 200. Et là, on a la latence moyenne finalement entre la latence qui est de l'appel de la gateway de Gravity vers votre backend, d'accord? Donc là, il vous dit, OK, ça a pris 10 millisecondes pour faire l'invocation. Et par contre, d'un point de vue ressenti utilisateur, ça a pris 15 millisecondes. Donc grosso modo, je pense qu'il y a eu une initialisation qui a été faite aussi pour la récupération des certificats auprès de Keycloak, mais grosso modo, ici, ça vous a pris 5 millisecondes supplémentaires pour vous dire, OK, on a sécurisé, et en plus, ça nous a pris juste 5 millisecondes pour valider le fait que l'appel était sécurisé ou pas du tout. Et bien sûr, vous pouvez continuer à aller voir les logs, à analyser tout ça et à voir ce qui se passe entre les différents appels. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'autre aspect qui est intéressant, c'est la partie tracing et logging. Ça peut être hyper bien, surtout quand on commence à faire de la transformation un peu dans tous les sens. Mais juste avant d'aller jusque-là, je vais dire, OK, tu me sauvegardes le logging, je veux que tu me sauvegardes tout ce qui se passe entre mon consommateur, donc mon client, et le proxy vers le back-end. Hop, je sélectionne, je le save, toujours pareil. Je peux déployer directement et je vais refaire un petit appel. Tac. Je reviens dans ma UI. Les logs sur les 5 dernières minutes. Et logiquement, donc on voit bien les requêtes d'options. Hein, donc ça, c'est les pre-flight requests qui sont émises. Pour le coup, les pre-flight requests, j'ai oublié de le dire, mais dans le cadre des pre-flight requests pour le CORS, il n'y a pas d'authentification qui est mise en œuvre, hein, d'accord? Il n'y a pas de, c'est la gateway de Gravity qui répond directement. On ne peut pas, de toute façon, dans le cadre de cette spécification, passer une authentification au moment de la pre-flight request. C'est déjà bien cadré, donc impossible. Du coup, ce qu'on voit, c'est que toutes les requêtes pre-flight, CORS, passent en keyless parce qu'on ne sait pas qui effectivement a émis cette requête. Ce qu'on voit juste au-dessus, par contre, c'est qu'effectivement, là, on a fait un dernier appel sur les PI Beers avec ma Beer UI. Et là, ici, j'ai tout activé. Hop, je vais mettre en plus grand. J'ai tout activé, donc je vois les informations de la request. Il y a du request ID, du transaction ID pour se dire, tiens, si tu as un ID qui m'est fourni par l'applicatif, si vous faites du logging aussi au niveau de vos backends, vous pouvez retrouver facilement et faire de la corrélation entre ces différents appels. Mais surtout, ce qu'on va retrouver, c'est la requête entrante, celle qui est forwardée par la gateway vers votre backend, d'accord? Pour le coup, on voit qu'il ne s'est pas passé grand-chose puisqu'on n'a fait aucune modification, on n'a pas fait de changement, on n'a pas rajouté de header ou quoi que ce soit. Donc c'est assez traditionnel. La seule chose qui change, c'est de se dire, tiens, le gars, il m'a invoqué sur un GIO JW Docker localhost, et nous, la gateway, elle a appelé un Beer API 8080 parce que là, elle n'a pas forwardé le host initial. Et on a la même chose dans l'autre sens, donc dans le sens de la réponse. Par contre, là, pour le coup, on a rajouté des informations. Ça, c'est ce qui m'a été renvoyé par mon back-end, d'accord? Nous, on est venu l'enrichir avec de l'origine et puis avec du transaction ID qui est remonté dans la request pour être réutilisé plus tard, quoi. Voilà. Une autre chose intéressante, et je vais terminer là-dessus, comme ça, si vous avez des questions, ce sera très bien. C'est que du coup, la sécurité, ça ne se limite pas encore qu'à ça. Ça, on a géré l'authentification, l'autorisation, on a fait du CORS, c'est bien, mais aussi, il y a tous les aspects rate limiting et quota. Alors, grosso modo, on va se dire qu'il n'y a pas trop de différence entre ce qui est le rate limiting et le quota. C'est de limiter le nombre d'appels, sauf que le rate limiting, il est plutôt là en mode anti-DDoS, et ça va être sur une période de temps qui est relativement courte. Là où le quota, généralement, c'est un aspect un peu plus contractuel avec vos consommateurs où on va dire, tiens, tu souscris à un plan de type Gold qui te donne la possibilité de faire 10 000 appels par semaine ou 10 000 appels par mois, quoi. D'accord? C'est juste ça la différence. Comment est-ce qu'on va mettre en place du rate limiting ou du quota? Toujours pareil avec Gravity. Eh bien, hop, je vais retourner au niveau de mon plan, pardon. Et on va pouvoir dire, tiens, si tu es en mode API Key, hop, ça ne change pas. Par contre, tu n'auras le droit de ne faire que 2 requests par seconde. Okay, et au niveau du quota, tu auras le droit de faire 1000 requêtes par mois. C'est tout. On peut aller encore plus loin en lui disant, tu as le droit de faire 2 requêtes par seconde, 1000 appels par mois, mais par contre, tu ne peux faire que du get.
je save. Et là, pour le coup, tous ceux qui vont faire de l'authentification, entre guillemets, par API Key, ils seront limités à 2 appels par seconde, 1000 appels par mois, je crois ce que j'ai mis, et surtout, ils ne pourront faire que du get. Donc, logiquement, si je retourne sur mon Insomnia ici, j'ai plus ma clé, si c'est celle-là. Bon, ça a l'air d'être celle-là. Je peux toujours faire du get. Normalement, j'ai des headers qui sont remontés. D'accord. Donc, je vois un quota limite, remaining et le prochain reset de mon quota. Donc là, logiquement, hop. Là, j'ai un too many requests. Pourquoi? Mon rate limiting, il m'a limité. Il m'a dit, tiens, tu peux faire 2 requêtes par seconde, mais là, tu as été trop vite, Coco. Et ça continue, etc., etc. Donc là, si je prends plus de temps entre mes appels, on voit que mon quota est en train de rétrécir, d'être décrémenté au fur et à mesure. Maintenant, si je fais un appel en create, hop, je send, et là, il vous dit forbidden. Normal, on l'a interdit. Par contre, dans ma UI, je suis toujours authentifié. Pour le coup, si je veux... Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé, celui-là. J'espère qu'il continue à fonctionner. Si je veux créer un nouvel bottle, mais c'est pas bottle, donc je vais mettre Carmelite, je ne sais plus s'il existait déjà. Bon, on s'en fout. Le style, je ne sais plus ce qu'il faut mettre, et le color, je ne sais plus. Blonde, color blonde, hop. Lui, il m'a bien laissé passer, on n'a mis aucune restriction au niveau des verbes HTTP, tous les appels sont autorisés. D'accord? On pourrait aller encore bien plus loin, si on veut faire de la validation des inputs, si on se dit, tiens, il faut que les appels, la requête, tu m'envoies du JSON, il faut qu'elle soit restreinte par rapport à un format JSON en particulier, parce que vous faites du JSON scheme, etc. etc. C'est des choses que vous pouvez très bien faire aussi avec Gravity. Voilà, donc du coup, on n'a pas seulement sécurisé notre API, finalement, on a presque sécurisé une stack entière de votre front-end en gérant de l'authentification et vos back-end en gérant le CORS, le rate limiting, faire du quota, faire l'authentification par API Key, faire l'authentification par OAuth avec des tokens JWT. On a mis du tracking, vous êtes capable de faire de l'audit, et ben voilà, on a sécurisé notre API. Si vous avez des questions, j'ai été très vite, mais au moins je suis arrivé à midi. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez le droit de ne pas en avoir. Sur la partie développeur, sur la partie souscription, ouais. À un moment donné, sur le portail, il fallait sélectionner l'application. Oui. Mais donc, ce sont mes applications. Oui, donc c'est-à-dire que dans un portail, on peut créer des applications. Oui, oui. T'as vu que tu avais créé l'application par l'administration et qu'après tu l'avais dans la liste. Oui. Alors, si je te prends un profil de PewPew, je crois que c'est un user password par défaut. Ouais. User password, déjà tu vois que tu n'as plus forcément du tout les mêmes items ici. J'ai toujours accès à la liste de mes applications. Moi, pour le coup, je n'ai pas du tout d'application. Je peux me créer une application. L'application, elle est obligatoire. C'est vraiment le lien fort entre mon consommateur et puis celui qui va réellement appeler mon API. Donc, je peux me créer une application au même titre. Je ne vois pas les autres, évidemment. Tu peux créer des groupes de personnes, de teams, etc., se prêter des trucs. Enfin bref, tu peux aller un peu dans tous les sens. Et surtout, là, je vais aller sur ma galerie d'API et consulter les différentes API. Là, j'en ai pas parce qu'en fait, l'API que j'ai créée, tu as des niveaux de visibilité avec la gestion des rules, des grops, si tu veux les exposer uniquement à tes partenaires, uniquement en interne, en public, etc. Donc en fait, je peux lui dire, tiens, l'application Beer API, je me suis connecté avec le user, donc je veux l'associer à mon user, je veux lui donner potentiellement un rôle de owner, donc il pourrait venir aussi faire des modifications, ou juste de se dire, ok, mon API elle est ouverte, tu peux y accéder directement. Donc là, il a les droits, je me déconnecte, je me reconnecte, user password, il va sur sa galerie d'API, il a la Beer API, il a la possibilité de sélectionner entre 2 plans, parce que les 2 plans sont publiquement accessibles, mais c'est pareil, tu pourrais faire en sorte que seuls des partenaires puissent accéder à tes plans, et puis je peux venir y souscrire, mais là, j'ai pas d'application. Je ne me suis pas encore créé d'application, donc je peux rien faire. Mais voilà, en fait, c'est ça, c'est vraiment que tu as 2 process de souscription, c'est soit c'est un engagement, enfin c'est la responsabilité du développeur de se dire ok, je vais consulter les API que tu me mets à disposition et je vais venir y souscrire.
soit bah, c'est de la gestion en interne finalement, et tu es aussi autant responsable d'API que responsable d'application, et donc tu peux forcer la chose en passant directement par bah, la partie administration et purement management de la plateforme, quoi. Et en dessous, c'est vrai que je n'ai pas montré, mais ça te génère les cœurs. Tu peux reprendre ton cœur en disant tiens, c'est là qu'il faut que tu appelles avec la bonne API key ou avec le bon token, et puis ça fonctionne directement. Pas d'autres questions? C'est parfait. Bah, merci beaucoup à vous.